religieux, les initiatives de la société civile pour un Sénégal de paix, analyse de la classe politique sénégalaise d'aujourd'hui. Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 26 février 2023 de 10h à 11h Ibrahima Dia, sociologue et ancien directeur de MCA Sénégal, et Badou Ndao, écrivain et médiateur social. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 26 février 2023 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 26 février 2023, merci d'être à l'écoute de L'Air du Temps. Merci à Papa Lunsar qui a assuré la continuité de cette émission pendant quelques jours de repos que nous avons pu avoir. Merci beaucoup à Papa Lunsar d'avoir assuré l'antenne. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de iRadio ITV. Nous sommes donc avec Ibrahima Dia, sociologue, ancien directeur Sénégal du MCA, aussi avec Badou Ndao, écrivain et médiateur social. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine, il y a eu beaucoup de sorties de religieux par rapport aux politiques et surtout des appels à la paix et de calmer la situation politique au Sénégal. Depuis 3 ans, pratiquement, le Sénégal est en ébullition. Les politiciens tiennent pratiquement en otage le pays par rapport à leurs préoccupations, à leurs intérêts personnels. Abdou Ndao, comment analysons-nous aujourd'hui les appels à la paix des confréries, surtout le dernier en date, celui de l'AM, vis-à-vis des politiciens et surtout pour la paix au Sénégal? Oui, bonjour Alassane, bonjour chers amis sénégalais. Alassane, je crois que ces appels en fait ont un caractère qu'est-ce que ce que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'en fait voilà, on s'est mis à appeler les gens à la paix en amont, mais en aval, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ce pays soit, au moment où l'on parle, à ce niveau de toutes les insécurités, alors que c'est pas quelque chose qui tout de suite, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu un cheminement, qui a, dans la durée d'ailleurs, depuis des années, ce pays est politisé à outrance. Et je crois que les chefs religieux, ils sont pour quelque chose, les familles religieuses en tout cas. Parce qu'il y a effectivement une corrélation que tout le monde peut voir et prouver entre justement les politiciens et les familles religieuses, ce qui a fait que effectivement ils ont une part de responsabilité, ces religieux, dans la situation actuelle qui n'est pas venue ex nihilo, qui n'est pas tout de suite, qui n'est pas descendu du ciel. Il n'est pas de nouvelle. Non, il n'est pas de nouvelle. Ibrahim, comment analysez-vous en tant que sociologue ces appels à la paix qu'on entend de plus en plus des familles religieuses vis-à-vis de la classe politique sénégalaise de façon globale, pouvoir et opposition confondus? Merci Alassane, c'est encore un plaisir de participer à cette émission. Et merci donc, à vous. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais donc saluer M. Ndao et tous les auditeurs de iRadio. Comme vous l'avez déjà dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est la question qu'il faut se poser. Mais quand on veut analyser une situation comme ça, en tout cas du point de vue de l'approche sociologique, il faudra faire une analyse d'abord sur le temps pour voir est-ce que c'était déjà quelque chose qui se faisait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, d'habitude, les marabouts, les chefs religieux, ont toujours eu cette posture. D'abord, au niveau politique, au niveau du Sénégal, il y a eu toujours des événements électoraux. Et chaque fois qu'il y a eu des élections, soit en amont des élections, soit après les élections, il y a eu souvent des problèmes. Et les religieux ont eu toujours à intervenir. On se rappelle des années 60, vers l'indépendance avec le PAI, on se rappelle tout ce qui s'est passé après avec le référendum, il y a eu même des tueries, on se rappelle de tout ce qui s'est passé après avec Wade. Donc, chaque fois qu'il y a cette question d'élection, il y a toujours des tensions et les chefs religieux, ce qu'on peut appeler les chefs des communautés religieuses, ont pris leurs responsabilités. Parce que
ils considèrent que les citoyens sont d'abord leurs enfants. Et que donc, ce qui les préoccupe, c'est d'abord la sécurité des croyants, la sécurité des citoyens. Et quelque part, il y a le corps social, ce qu'on peut appeler le corps social. La société, c'est comme un corps. Et dès qu'il y a des éléments annonciateurs d'une maladie, le corps réagit. Et ces marabouts, en tout cas ces chefs de communautés, que ce soit des communautés religieuses, que ce soit des communautés traditionnelles, sont là comme les révélateurs, comme les gardiens de ce corps, pour chaque fois qu'il y a un risque, qu'ils puissent réagir et apporter l'avertissement pour que cette maladie ne puisse pas détruire le corps social qui est le Sénégal. Mais on a l'impression, Badoundaou, que malgré les appels, c'était dialogue de sourds. Les politiciens essaient de ruser avec les familles religieuses et les tariqas en disant oui, on a entendu votre message, mais on a l'impression qu'aujourd'hui que tout est mis en place pour qu'on aille vers les confrontations. Oui, en fait, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que en fait, il y a eu un affaiblissement de tous les pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs politiques ou politiciens. C'est-à-dire qu'il faut quand même convenir que les chefs religieux, les rôles qu'ils jouaient et qui faisaient que leurs appels étaient entendus, écoutés et entendus, ont perdu beaucoup de leur force parce que justement, les politiciens ont réussi la prouesse d'affaiblir tous les contre-pouvoirs qui, en réalité, même s'ils ne sont pas visibles, parce que les chefs religieux, les gens, ils ne voient que, par exemple, les khalifes généraux. Mais en dehors des khalifes généraux, il y a énormément de religions et de religieux au Sénégal. Donc, c'est un corps social, comme le dit M. Dia, si dans un ensemble. Et dans les confréries, vous constatez qu'il y a un jeu d'intérêts, des différents membres, chacun se positionne vis-à-vis de ses intérêts personnels, vis-à-vis de l'homme politique, en pensant que celui qui est allé au pouvoir, il va faire mes affaires, celui qui est là, s'il part, je vais perdre mes privilèges. Est-ce qu'il y a ce jeu-là c'est justement parce qu'il y a ces jeux-là, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts financiers, donc des intérêts vraiment personnels, que les politiciens ont pu diviser les familles. Par exemple, c'est ce que j'ai constaté depuis des années et dont je parle, c'est-à-dire les khalifes généraux, par exemple. Parce qu'on a vu à Touba, après la sortie de Serigne Bassam de Khadr, des journaux comme Le Témoin dire qu'il y a d'autres qui sont de l'autre côté, qui ont fusillé sa sortie en disant que c'est une sortie politicienne. J'y arrive. C'est-à-dire que les gens sont parvenus à diviser le pouvoir du khalife, à diviser ça en famille. Parce qu'il est maintenant très fréquent, et ça depuis des années, d'entendre dire même au sein des talibés que moi je suis de la famille de tel. C'est-à-dire, c'est l'appartenance à une famille, par exemple, de la confrérie, qui justement est déjà une graine de division. Et ça, on l'entend de plus en plus. Même quand vous voyez des talibés, mourides pour ceux que j'en sais, ils sont là, leur conversation tourne autour de « Ah bon, vous êtes de quelle famille qui ?» Il dit « Oui, moi je suis de la famille de Serigne tel. » Alors que tous ces Serignes sont des Mbaké, voilà. Mais qui se retrouvaient sous l'autorité du calife. Donc le simple fait qu'il y ait ces familles-là, et que ces familles-là, par rapport à leurs intérêts propres, par rapport à des intérêts financiers terribles, bon, alors sont devenus des entités quand même qui s'expriment et qui font des pressions quand même sur le calife. Et le calife aussi, à un moment donné, il se rend compte qu'effectivement, il n'a plus un certain pouvoir par rapport justement à des enjeux qui lui échappent. Bon, et ça c'est depuis des années. Maintenant, c'est ce jeu subtil de dépossession, de division de ces corps sociaux-là qui nous a amenés ici, qui a fait que, par exemple, les gens ne parlent plus d'une seule et même voix. Par exemple, la voix du khalife général des Mourides, elle était prédominante, elle était source
n'est-ce pas, de posture commune. Mais cela ne se passe plus ainsi, jusqu'à ce que les gens ont remarqué que par rapport, par exemple, à Seigne Abdoulahat à son époque, Serigne Saliou plus récemment, quand il émettait c'est carrément des fatwas. Mais maintenant, c'est plus possible. Le khalife général sait qu'il est entouré de familles qui n'ont pas les mêmes intérêts que la communauté. Est-ce que justement la division que les policiers ont réussi à semer dans les familles religieuses de façon globale, qu'elles soient Mouride, Tidjane, Khadr, entre autres Niassène, et les jeux d'intérêt qui se font entre les petits-fils, les fils, chacun se positionne par rapport aux intérêts, certains sont des opérateurs économiques, ont des intérêts à gérer, et se positionnent avec les politiciens. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que la parole religieuse, entre guillemets, est de moins en moins audible? Je pense que quand on regarde dans le passé, il y a eu toujours, dans les familles religieuses, cette ouverture pour permettre à certains d'être dans l'opposition et d'autres d'être du côté du pouvoir. On se rappelle depuis l'époque de Seigne Modou Moustapha, on savait que Seigne Cheikh Mbacké était du côté de l'opposition, et l'assumait, et puis les autres étaient de l'autre côté. Fallou était avec Senghor. Donc ça n'a jamais posé, à mon avis, de problème. Jusqu'au moment même où Wade était candidat, il y avait des marabouts très connus, très puissants, qui défendaient qui étaient avec Wade, et il y avait d'autres qui étaient avec le pouvoir. Quand par exemple, je me rappelle, je ne sais plus, il faudra qu'on vérifie, quand le Seigne Abdoulahat avait donné la consigne de vote pour Abdou Diouf en disant Abdou Diouf war nga Seigne Touba, il y a eu des marabouts à l'époque qui étaient avec Wade. Et à Touba même, Wade avait gagné. Donc ça n'a jamais posé de problème. Il y avait une tolérance de cette diversité, sans que ça n'oppose les uns aux autres. Mais aujourd'hui, quelles sont les raisons de cet effritement? Pourquoi ça a changé? Est-ce que la question de fond, c'est pas aussi le fait que l'éducation s'est complètement affaissée dans ce pays, que les jeunes qui devaient être dans les écoles et être formés ne sont plus formés, que la faillite de l'État dans l'éducation des jeunes, aussi bien sur le plan du coranique des Dara que du plan formel, a fait qu'aujourd'hui, on a entre guillemets des jeunes qui sont assez informés, mais très ignorants. Je pense qu'il y a une dynamique sociale, c'est-à-dire que la dynamique sociale, c'est que d'abord, la population a augmenté. Les gens sont beaucoup plus nombreux. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'information, il y a la communication. Les déplacements sont beaucoup plus faciles. Et donc, le niveau d'éducation aussi s'est amélioré, dans le sens où il y a beaucoup plus de gens maintenant à l'école, que ça de tous les côtés. Et donc, l'accès à l'information, l'accès au débat a changé. Et donc, les partis politiques également sont adaptés à ce contexte. Et donc, il y a aussi d'autres phénomènes. Au sein même des religions, il y a des mouvements de contestation, ce qu'on appelle les mouvements de type wahhabiste et autres, qui également ont eu droit de cité, ont des cellules à l'intérieur des familles et veulent amener des changements. Donc, il y a des stratégies de contournement à l'intérieur même de ces cités religieuses. Donc, où les gens s'organisent. Il y a la paupérisation dans beaucoup de milieux du fait de la population. La population dans certaines grandes villes religieuses est passée du simple à 10 fois plus. Et il n'y a pas d'activité économique là-bas. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de... Voilà, ces gens, ils étaient essentiellement des agriculteurs, ils ne font plus de l'agriculture, ils sont devenus urbains. Donc il y a une paupérisation. Et le débat, la question d'organisation politique autour de ces problématiques-là fait qu'il y a des changements. Donc je pense que tout cela a joué. Mais c'est encore, à mon avis, c'est encore de la démocratie. Le fait que les gens s'expriment tant que ça ne dépasse pas certaines limites, tant que ça ne va pas vers la violence, tant que ça ne va pas vers les injures, les insultes. Alors la question fondamentale, c'est pourquoi ce n'est plus seulement des questions partisanes, mais que ça dépasse ce cadre-là pour s'attaquer aux individus, pour s'attaquer à la dignité des personnes, pour s'attaquer aux bases des religions, aux bases des confréries. C'est ça en fait le nouveau. Et ça, pour le comprendre, il faut également mettre le Sénégal dans un environnement plus global. Cet environnement global, à mon avis, est lié aux enjeux actuels du Sénégal qui va passer d'un État avec des difficultés vers un État pétrolier, pétro-gazier, avec des ressources attendues. Et le grand défi aujourd'hui de tous les États, c'est comment est-ce qu'il faut contrôler de tous les autres pays, y compris les mouvements islamistes qui sont
à nos frontières, au Mali, ailleurs, leur principal défi, c'est comment avoir des positions au niveau des pays côtiers. Et essentiellement, le Sénégal est un grand défi pour cela. Ça, les autres États, les autres le comprennent, les autres pays occidentaux, et également, c'est un défi pour eux. Et on est donc à une période où c'est presque ce qu'on appelle le coming out, c'est-à-dire comme le font les mouvements homosexuels, quand ils ont pénétré la société jusqu'à un mois donné, ils se disent maintenant il faut sortir. Aujourd'hui, on est à un an des élections, d'un enjeu capital pour basculer vers la période après pétrole. Donc tout le monde va sortir. Tout le monde va sortir pour s'affirmer et pour pouvoir bénéficier des retombées demain s'il y a des changements ou s'il y a des évolutions. Donc les enjeux changent. Est-ce que ces guerres de positionnement dont on parle avec le gaz et les pétrole qui arrivent, la sous-région qui est explosive aujourd'hui, les Russes qui sont à côté, les salafistes, sur le plan de la géopolitique internationale, on dit quand un pays a une ressource qu'ont les mêmes pays que lui, puissants, on essaie de l'affaiblir. Le Sénégal a du gaz, du pétrole, le Qatar et la Russie peuvent ne pas voir d'un bon œil le Sénégal sur ce marché-là. Et tout ça, ça peut être aussi des moments de manipulation en interne. Oui, mais moi, je n'irai pas jusque-là. C'est des questions qu'on pose. Oui, je n'irai pas jusque-là pour la simple raison que le débat public n'a jamais porté sur ça. Quand même, depuis des années... Est-ce que justement c'est le fait que le débat public ne porte pas sur ça qu'il y a des batailles en interne en sourdine? Non, attendez, je crois qu'il y a des niveaux dans le débat. Il y a le niveau, par exemple, de la responsabilité étatique par rapport à ce débat sur les ressources à venir, à exploiter, donc sur de nouvelles richesses et tout. Et ça, il est cantonné à un certain niveau. Mais au niveau du débat public de la population, ce débat, on n'entend pas. Voilà un pays où on ne parle pas des grands enjeux depuis des années. Dans le débat public, on ne parle pas des enjeux économiques, on ne parle pas du pétrole, que pour dire, oui, Aliou Sall a pris 90 milliards ou je ne sais pas quoi, des faits divers, donc liés au pétrole. On ne parle pas de l'agriculture, on ne parle pas de la pêche, on ne parle d'aucun secteur essentiel, justement, dans la vie des Sénégalais. Les gens, c'est pas leur problème qu'on nous annonce un hivernage pluvieux ou pas, combien de tonnes de riz sont produits, Non. Donc, il faudrait, je crois, à ce niveau, comme le dit M. Dia, je crois qu'il ne faudrait pas que ce débat-là, qu'on dise que c'est un débat national, c'est un débat qui concerne tout le monde. Exactement. Je crois que l'autorité politique peut s'inquiéter ou même essayer de voir, de faire des projections, en tout cas, sur cela. Mais je ne pense pas que la population sénégalaise, qui, comme moi, je ne crois pas que ce soit une population informée, comme le dit M. Dia. C'est une population qui entend des choses, mais qui ne s'informe pas. Et c'est ce qui a amené ce manque de débat. Oui, ce manque d'information, pour vous, c'est la faillite de l'éducation, c'est ça? Mais oui, non. C'est-à-dire, ils ont l'information. Mais l'information, elle ne suffit pas. Mais pas éduquée. Non, du tout. Et puis l'utilisation de l'information. Quand tu as une information, il faut pouvoir l'utiliser. C'est justement le problème qu'on a ici. Il y a des informations, on a entendu, point barre, après chacun donne son avis sur ce qu'il a entendu, sans que personne n'aille au fond des choses. Donc je ne dirais pas qu'on a une opinion publique informée, qu'on a une opinion publique mûre, qu'on a une opinion publique qui peut être consciente des enjeux du moment et du futur. Mais quelles sont les conséquences de tout cela? Mais les conséquences de tout cela, c'est le chaos que nous vivons. Et je parle du chaos intellectuel. Je ne parle même pas du chaos social qui est là, qui, en tout cas, tout d'un coup, on découvre qu'au Sénégal, il y a des gens qui peuvent insulter tout le monde. On découvre qu'il y a des gens qui ont leur allumette en main, qui sont prêts à brûler ce pays. On se découvre des gens qui sont là et on ne sait même pas quelles sont réellement leurs convictions, leurs motivations et tout. On les découvre, ces gens-là. Alors qu'ils vivent avec nous. Ce sont nos enfants, nos voisins, dans la maison, dans notre quartier. Tout d'un coup, on voit une espèce de Sénégalais qui était caché,
qui était là parmi nous et qui nous veut du mal. Est-ce que c'est pas la fête de l'éducation, justement? Mais justement, c'est là, c'est-à-dire, il y a tout un processus. C'est ça. C'est pourquoi je parlais d'un processus. J'aime bien comment M. Dia aborde les sujets en partant de l'histoire. C'est une très bonne chose parce que moi-même, c'est ce que je fais. Mais c'est pourquoi j'explique les fissures. C'est ça. Il y a eu des départs, il y a eu les fissures. Bon, après, il y a eu sûrement des cassures, mais il y avait un vernis dessus. On ne l'a pas vu. C'est comme une maison qui s'écroule un jour. On se dit, mais la veille, la maison était là debout. Le lendemain, elle s'écroule. Mais c'est parce que ce n'était pas visible, mais notre société, en réalité, était malade de l'intérieur. Donc là, ce sont les maladies qui se sont révélées. Et on est là, on se rend compte qu'effectivement, on est dans une société malade où il y a des mensonges en circulation, des mensonges religieux, des mensonges, toutes sortes de mensonges. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qu'il soit aujourd'hui Badou Ndao, médiateur écrivain, et Ibrahim Dia, sociologue, ancien directeur de MCI Sénégal. Ibrahim, est-ce que c'est ce qu'il vient de dire, Badou Ndao, par rapport justement à cette maladie de la société sénégalaise qui était cachée? Aujourd'hui, on est en train de découvrir les mots qui sortent de partout. Et si on regarde aujourd'hui à Dakar, la circulation à Dakar, énormément de Jakarta, des jeunes qui viennent, on a l'impression qu'il y a un envahissement des rues de Dakar par des Jakartamans qui viennent de partout. Et ensuite des gens qui viennent de la sous-région, qui parlent d'autres langues, qui conduisent de Jakarta. Est-ce que ça ne pose pas des questions sécuritaires par rapport au message dont on parle de paix? Oui, je pense qu'il a posé une question de fond qui nous interpelle tous. C'est-à-dire que ces mouvements souterrains qui se développent et qu'on ne voit pas. C'est ça le travail des scientifiques. Les tuyauteries. Oui, parce que les géologues et autres, ils savent qu'il y a des magmas qui se développent. À un moment donné, il y a une éruption. Mais ils le suivent pour le prévenir. Au niveau de la société, c'est normalement ça le travail des sociologues et des socio-anthropologues. Et il faut que l'État, les intellectuels, les universitaires travaillent à analyser et à suivre, à faire de l'observation sociale pour voir ces dynamiques, pour que ça ne nous surprenne pas. C'est peut-être là aussi un manque qui est de notre ressort, nous tous. Oui. Moi j'ai découvert par exemple sur la Corniche, deux jeunes qui sont venus de la sous-région, je ne vais pas nommer le pays, qui sont dans une moto Jakarta, infirmes, et qui mangient, et qui ont leur moto garée sur un mur près de Moustapha Niasse. Mais la langue qu'ils parlent, ce n'est pas la langue sénégalaise. Il y en a plein aujourd'hui qui ont ces motos-là. C'est normal, parce que la sous-région... Et les gens ont dit que la sous-région, les djihadistes, c'est avec les Jakarta qui font les attentats. Exactement, il y a du tout. Et ça, c'est vraiment je ne veux pas qu'on développe dans la tête cette idée-là. De ce problème. Il faut prendre en question. Voilà, mais il faut la prendre en question et comprendre que le Sénégal est un îlot de paix, mais aussi de croissance, quoi qu'on dise, par rapport aux autres pays. Et que donc c'est normal que ça attire. Aujourd'hui, au-delà des aspects risques dont vous parlez, mais si vous allez dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le delta, il y a plus dans certaines zones, tous les ouvriers agricoles sont des gens qui viennent de la sous-région, soit du Mali, des Maliens, des Burkinabés, ainsi de suite. Donc, et l'information retourne chez eux et ça attire les gens. Maintenant, il faut savoir gérer ça. C'est normal, c'est logique. C'est pas une mauvaise chose. On est dans un espace CEDEAO de libre circulation des personnes, des biens. Mais puisque les djihadistes utilisent la légalité pour faire leur forfait, comme partout ailleurs dans le monde, on se rappelle de l'histoire de 11 septembre, où ceux qui l'ont fait, ils ont utilisé le système américain tel qu'il est, et ils ont fait de la simulation jusqu'à ce que c'est fait accepter. Après, ils développent leur théorie. Donc, c'est l'aspect sécurité que doivent gérer les services de sécurité. Et moi, j'ai beaucoup confiance à nos services de sécurité. Je pense c'est vraiment... Mais il faut que toute la population soit consciente et participe à ce travail-là. Donc, un des objectifs que c'est pour ça que j'approuve et je me rassure de voir que la société réagit. Comme l'a fait tout de suite M. Ndao, beaucoup d'autres gens se disent, mais attends, on n'a pas pu voir, il faut qu'on réagisse et qu'on amène les gens à débattre de programmes, à parler de comment refonder ce pays. C'est toute la pertinence de l'initiative de mesures. Qui dit aujourd'hui, les anathèmes et tout ça, c'est pas ça l'essentiel. Faire des procès d'intention aux uns aux autres, c'est pas ça. Il faut commencer à faire comme ça a été fait aux assises, mais avec les forces et faiblesses. Il faut commencer à discuter des problèmes de fond pour refonder notre démocratie, revoir est-ce que les fondations sont bonnes, et puis développer l'unité autour de la question de l'unité,
et puis de la question de la souveraineté. Et je crois que si on amène les gens autour de ça, il y a un minimum sur lequel tout le monde peut être d'accord. Et malheureusement, le dialogue national qui avait démarré avait commencé à créer à faire sauter les murs pour que les gens discutent des questions, notamment de sécurité. Je me rappelle des gens qui avaient participé au dialogue, me disaient, des gens de l'opposition, me disaient, mais c'est lorsqu'ils sont assis autour d'une table avec les anciens généraux, les anciens colonels, qu'ils ont compris c'est quoi les enjeux sécuritaires. Ça ne se discute pas dans la rue. Donc il faut que l'État, il faut que la société civile, si l'État est soupçonné parce que c'est le pouvoir, mais il faut que la société civile, en fait, j'aime pas le terme de société civile, il faut les citoyens organisés. Et les citoyens organisés, c'est comme mesure, c'est également les marabouts, qui sont également la vraie société civile, à mon avis, endogène, qui est là comme les mouvements émanant des responsables religieux. Il faut que ces gens créent des plateformes pour inviter tout le monde de manière inclusive pour qu'on discute des questions fondamentales. Pour que l'atmosphère de la communication ne soit pas polluée. Parce qu'en fait, c'est qu'elle est polluée par une minorité de gens qui développent ces thématiques nocives. Et tout le monde pense que c'est ça qui préoccupe tous les Sénégalais. Parce que simplement, c'est un effet de communication. Ouais, mais ça fait une boule de neige qui finalement va développer climat anxiogène. Mais ça nous permet de voir justement, on est dans ce débat-là, par rapport à la société civile qui fait des initiatives pour aller à la paix comme mesure entre hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, la société civile peut faire quelque chose pour la paix? Alassane, je crois qu'on ne peut pas discuter en occultant la surenchère politicienne. Parce que cette situation-là, elle est quand même à un pourcentage très élevé, effectivement, partie d'une surenchère politicienne. C'est-à-dire que la politique est entrée partout et elle a pas été... Bon, la politique, d'accord, c'est-à-dire la politique, si... Par exemple, c'était de la politique, mais maintenant, c'est des actions politiciennes. C'est-à-dire des gens de pouvoir qui veulent y rester, d'autres de l'opposition qui veulent y aller, et chacun pense qu'avec tous les moyens sont bons. Bon. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que ça a gangréné tous les contre-pouvoirs, comme je le disais tantôt. Parce que la société civile, d'ailleurs, qui, moi, vraiment, je crois qu'elle a fait son temps, parce que quand même, de la manière où elle est structurée, il me semble qu'elle s'est fonctionnalisée et que, bon, vraiment, le rôle qu'elle devrait jouer, elle a joué un moment, mais au moment où l'on parle, il faudrait non pas une société civile, mais une opinion. Il faudrait une opinion publique puissante, une opinion publique réfléchie, qui est articulée autour des communautés. Parce que quand même, nous, on est des Sénégalais et des Africains en général. Ce sont nos communautés, on rencontre à nos communautés. Donc, il faudrait que le débat revienne, n'est-ce pas, aux communautés et que, bon, on parle de société civile. À quelle paix elle peut appeler? Moi, je ne vois pas une société civile qui appelle à la paix ici. Je vois des gens qui appellent à ce qu'ils voudraient que cela se passe. On fait fi, par exemple, de la légalité républicaine. On fait fi, n'est-ce pas, des atteintes à la République. On demande qu'une justice se plie. Moi, je dis que ça, c'est pas le rôle d'une société civile. Et que donc, à partir de ce moment où des gens portent cette parole-là, elles ne parlent plus au nom de la société civile, parce que la société civile, j'en fais partie, vous, tout le monde, c'est normalement une affaire de Sénégalais. Je crois ici que de ce côté-là... Vous pensez qu'elle ne joue plus son rôle d'équidistance? Non, du tout. Et d'équilibre? Non, elle n'en a même plus le pouvoir. Parce que de toute façon, les gens ont formaté les Sénégalais depuis des années à être pour ou contre ou avec. Bon, alors, la société civile n'a pas échappé à ça. C'est pourquoi je dis, il faudrait que les gens se lèvent pour reprendre la parole, pour reprendre, n'est-ce pas, les initiatives, pour reprendre le pays en main, en s'appuyant maintenant, et en renforçant les communautés. Mais là, je crois que par rapport à tout ce qui s'est passé, qui a fait que tous les marabouts en parlent, je crois que là,
les gens se rendent compte que avec la faiblesse de leur pouvoir et que leur propre existence est mise en danger. Donc, cela peut effectivement amener un réflexe de destin commun, un réflexe qui pourrait peut-être émerger, en tout cas un débat national qui se recentrerait sur les priorités et sur des lendemains, sur un pays que nous devons léguer à nos enfants dans la sécurité. Maintenant, autre chose, on parle des djihadistes à nos frontières, mais ils sont là. Ils sont là depuis très longtemps. Ils sont là depuis très longtemps, on les voit. On les regarde sans les voir. Ils sont là. Ils sont dans nos vies. On les voit quand on dit, voilà, moi je les vois tous les jours. Je vois des gens qui viennent de Sierra Leone. Parce qu'au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Le pays est devenu une passoire. Non, je ne parle même pas de passoire. Chacun entre comme il veut. On ne contrôle personne. Voilà un pays où on ne contrôle personne. Absolument. Et je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que tu voyais quelqu'un qui s'assoit dans la rue. Il pose quelques melons du matin au soir. Vous croyez que ces quelques melons-là peuvent faire vivre quelqu'un? Du tout. Qui doit manger, payer son loyer, machin et tout? Combien on gagne en vendant un tas de melons? Cela veut dire qu'il a d'autres ressources qui le font vivre. Et ça, les Sénégalais, ils ne font même pas attention. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un laisser-aller qui est là. Et ça, c'est de la faute de l'État du Sénégal. Absolument. Parce qu'il y a eu un moment où tous ces gens-là, on a essayé de les transformer en électeurs. Et on les a même transformés en électeurs. C'est justement l'approche politicienne au Sénégal où le politique a disparu pour laisser la place aux politiciens qui est en train de saper tous les fondamentaux de notre pays. Et les gens sont prêts à tout. On distribue des cartes d'identité, on distribue à des étrangers, on légalise des trucs ici. Pourquoi? Pour effectivement avoir un vivier électoral. Donc, c'est très compliqué. Est-ce que c'est une vision électoraliste de la gestion du pays, de par tous les pouvoirs, depuis Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade, de Macky Sall? Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation électoraliste, la vision électorale de la gestion du pays, ne le met pas en danger et ne rend pas inaudible les appels de la société civile? Parce que comme il l'a dit aujourd'hui, on est dans une situation manichéenne, tu es avec ou contre moi, ou voilà, les gens vous catégorisent juste quand vous devez prononcer un mot. Non, je pense que là où je suis vraiment d'accord avec M. Ndaw, c'est quand il dit qu'il faut recentrer les choses sur les communautés. Je pense que si le débat d'opinion, la question est reprise en charge comme elle semble l'être par les communautés, parce que toutes les communautés se sont prononcées sur la question. Dieu a fait que cette période a coïncidé avec beaucoup d'événements religieux. Mais comment pousser les communautés davantage à prendre en charge ces questions-là? À refuser que les politiciens-là, ces aventuriers, ne prennent le pied en otage pour leurs propres intérêts personnels, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et dans l'opposition. C'est une opinion à développer. Je pense qu'ils y sont. Parce que c'est maintenant qu'ils se rendent compte du danger. Que jusque-là, ils étaient à équidistance, ou voilà, l'observaient et se disaient, notre rôle c'est de nous arrêter là et de laisser les autres jouer. Et le jour des élections, ils vont le faire, les institutions sont là. On se rappelle du Khalif général des Mourides, quand il y a eu l'affaire de Abdoulaye Wade, il a dit, attendez que le Conseil constitutionnel se prononce. Dès que le Conseil se prononce, il a dit, allez faire votre campagne et Dieu donnera le pouvoir à qui il veut. Donc c'est cette posture qu'ils ont eue. Maintenant qu'ils se disent qu'il y a d'autres enjeux derrière, puisque maintenant il y a un coming out de certains groupes qui se disent anti-confrériques, etc., qui commencent à se prononcer, je pense qu'ils se disent maintenant, le danger il est plus profond. Et je pense qu'il y a l'autre chose, c'est que la société civile, comme il a dit, les organisations de la société civile sont en train d'être endogénéisées, si on peut l'appeler ainsi. On avait beaucoup de sociétés civiles qui sont d'émanation extérieure. Et parallèlement à cela, on a eu, comme le QDUS par exemple, c'est endogène. Les marabouts, les associations sont endogènes. Et il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui endogènes qui ne sont pas téléguidées de l'extérieur. Et donc, ceux qui sont, je ne dis pas téléguidés, mais en tout cas ceux qui ont des liens avec l'extérieur, on les soupçonne de défendre un agenda extérieur. Et comme on est dans une situation de risque pour le pays, plus on a des sociétés, des organisations de la société civile endogènes, que ce soit les ASC, que ce soit les communautés religieuses, ainsi de suite, ou d'autres initiatives prises par des Sénégalais qui créent leurs organisations comme mesure, comme d'autres, je pense que plus on va faire ça, plus on aura une influence de l'opinion sur
ces politiciens, ces politiques comme vous les appelez. Mais est-ce que cette société civile peut... La raison pour laquelle ils ont du poids, c'est parce qu'en face, il n'y a pas un discours alternatif. Oui, mais je disais, est-ce que cette société civile aujourd'hui peut faire face à celles qui ne sont pas endogènes, qui sont financées par l'extérieur, où les enjeux financiers sont importants? Aujourd'hui, le gaz, le pétrole, ou les gens, les Russes qui sont dans la sous-région, qui veulent aussi peut-être passer la frontière et venir au Sénégal aujourd'hui, les djihadistes qui sont dans la sous-région, qui veulent du gaz et du pétrole, les salafistes, le Qatar, tout le monde sait qu'ils financent les salafistes. Est-ce que la société civile endogène peut faire face? C'est un défi. C'est un défi et il faudra travailler pour ça. Dès lors qu'on en est conscient. Dès que lui, il en est conscient, moi j'en suis conscient, tu en es conscient, d'autres en sont conscients, je pense qu'on pourra faire face parce que ces gens qui sont les relais de la société civile non endogène sont aussi des Sénégalais. Je pense qu'à un moment donné, souvent c'est un groupe, je pense qu'ils n'ont pas souvent même l'assise sociale, mais ils ont l'influence dans l'opinion. Ils ont beaucoup d'argent aussi. Ils ont de l'argent, voilà. Voilà, ça au Sénégal aujourd'hui. Etc., mais ils ne travaillent pas souvent de manière ouverte sur certains agendas. Souterraine. De manière souterraine. Maintenant, tant que les gens se disent Nani Masla Agniom, ça passe, ils peuvent continuer, mais dès lors que le Masla n'existe plus avec eux et que les gens ils font leur coming out, ils disent clairement, voilà, nous défendons ça, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire face et d'avoir un débat qui va être un débat idéologique. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le débat idéologique commence à avoir lieu entre salafistes et soufis. Ça devient un débat qui n'est pas juste des procès d'intention, mais ça devient un débat technique, un débat argumenté. Et c'est ça qui est important. Ce débat argumenté va permettre aux communautés religieuses de reprendre le contrôle de ce qui pouvait les échapper par rapport à cette question d'organisation. Mais est-ce que ces organisations peuvent lutter efficacement contre ceux-là qui influencent l'extérieur, contre la paupérisation de la population, la pauvreté dans laquelle est la population aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un risque majeur? Mais Alassane, moi, quand on me parle de paupérisation, je ne suis pas souvent d'accord. Oui, pourquoi? Non, parce que simplement, si ce pays-là était aussi pauvre qu'on le dit... Je parle de pauvre en termes de... Ouais, pas de sous-sol. Non, je parle... Où les gens n'arrivent pas à assurer les 3 dépenses quotidiennes. Non, mais 3 dépenses quotidiennes. Pourquoi? Même si les conditions sont là, mais qui n'ont pas été exploitées. Non, je veux dire que en l'état actuel, le Sénégal, quand même, n'est pas un pays... où il y a la famine, où je ne sais pas moi, toutes les catastrophes dont on parle là. Oui, et ça, il faut faire attention. Vous n'arrivez pas à joindre debout. Hein? Oui, aucun de nous n'arrive à joindre les deux bouts. Moi qui te parle, sûrement M. Dia, parce qu'on partage ce qu'on a, on est dans une société de trucs. Mais je veux dire qu'on n'est pas dans un état de catastrophe quand même nationale. Il y a quand même ici, il y a eu les paysans, ils jouent leur rôle, ils nous donnent du riz, ils nous donnent de l'arachide, ils nous donnent du mil. Bon, les pêcheurs, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, donc il y a juste que il y a une je reviens sur le mot, une surenchère par la violence, par la persuasion. On a persuadé les Sénégalais qu'ils souffrent. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, moi, je sais, de par ma pratique de tous les jours, qu'il y a le minimum pour un Sénégalais qui veut avoir 2000 francs par jour. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire, on ramène les choses à des trucs individuels. On dit que, bon, vous vous levez de chez vous, vous dites que j'ai besoin de 2000 francs pour acheter je ne sais pas quoi là. Au bout de la journée, vous avez 2000 francs. Parce que quand même, il y a toute une chaîne de comment on dit, de solidarité. Non, même pas solidarité. C'est-à-dire d'opportunité. Une chaîne d'opportunité qui est là et qui est exploitée justement par ces étrangers-là. Vous ne verrez pas un étranger chômer au Sénégal. Mais justement, pourquoi on n'arrive pas à faire voir aux jeunes Sénégalais cette opportunité-là? Pourquoi on n'arrive pas à les éduquer de façon qu'ils puissent capter? Parce que le jeune Sénégalais est utilisé on attise, c'est-à-dire on le persuade qu'il souffre, qu'il ne peut pas vivre, qu'il ne peut pas y arriver dans ce pays. Ça, c'est un discours qui est récurrent, qu'on a mis dans sa tête. Jusqu'à ce que le jeune Sénégalais, il pense qu'il ne peut pas réussir ici, il faut qu'il aille ailleurs. Alors qu'au même moment, quand il cède sa place, c'est un autre jeune de la sous-région qui va venir la prendre.
Donc, il y a cette persuasion-là. On l'a tellement mis dans sa tête que, bon, voilà. On lui a mis dans la tête que, bon, voilà, il y a une dictature dans ce pays. Est-ce qu'il y a une dictature dans ce pays? Les gens, ils marchent, ils vont, ils n'ont jamais rencontré la police la nuit en marchant. Il n'y a pas de dictature dans ce pays. On lui dit qu'il est à la famine. Le gars qui te dit qu'il est à la famine, au lieu de vous dire, vous avez faim, il dit, on a faim. C'est qui? C'est quelqu'un qui veut justement attiser, pousser les jeunes à la colère. Donc, il y a un jeu de violence au Sénégal, une violence d'État que le pouvoir, celui qui est au pouvoir tient et qu'il est prêt à actionner, et une autre violence, n'est-ce pas, qui attise la colère des jeunes. Donc, et de la population en général, parce que maintenant ce n'est même plus un problème pour les jeunes. Mais quelqu'un faisait un constat en disant qu'il y a qu'au Sénégal qui doit un jeune qui a un portable qui coûte 600 000, 800 000 francs CFA, voilà. Alors qu'il n'a pas 1000 francs dans sa poche. Mais je te dis, c'est justement, ce sont ces incohérences. Donc moi, quand on me parle de paupérisation dans un pays qui est en chantier, moi je suis dans ces choses-là. Je vois un jeune qui vient qui me dit, oui, voilà, Père Badou, vraiment, je voudrais travailler. Moi, j'ai toujours du travail pour quelqu'un. Je dis, mais oui, il n'y a pas de souci, si vous voulez travailler, venez. Mais au bout du compte, il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Parce que justement, on va lui dire que bon, voilà, ce vieux-là, il t'exploite, et il ne veut pas aussi gagner sa vie. Et ça, c'est justement l'une des tares des mécanismes des familles au Sénégal. Mais est-ce que ce que tu viens de poser ne pose pas de façon globale le comportement de la classe politique sénégalaise vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la vie sociale, économique, où il devait ouvrir les yeux à la jeunesse par rapport aux opportunités, les éduquer, et que la classe politique est dans une sorte de surenchère, de violence, il n'y a que le pouvoir qui les intéresse. Oui, le pouvoir politique. C'est pour ça qu'on a ce problème récurrent, parce que quand on est dans l'opposition, on tient ce discours. Si Dieu fait que tu as le pouvoir, tu ne peux pas enlever ce discours parce que tu l'as déjà dit. Et les autres vont le répéter. Et tu ne peux pas dire le contraire. Donc c'est pour ça que la responsabilité est très importante. Mais par rapport à la question que tu posais à Badou, est-ce que par rapport au problème des gens, il y a une solution des communautés? Je dis oui. Je donne un exemple. Vous prenez certains marabouts. Je donne l'exemple, disons, Thierno Samassa ou bien Abdou Karim Laké. Mais ils ont créé un espace où ils ont des champs avec l'appui de l'État pour certains, ils ont des forages, ils font travailler des gens qui sont en incubation. Et ces jeunes, une fois qu'ils ont terminé un certain nombre de cycles, je connais également un Niassène qui est vers Kaolack, qui a même des Nigérians dans son projet, qui fait de l'exportation du nebedaï. Et ils forment des gens qui, après 5 ans, 6 ans, quand ils terminent leur cycle, ils vont s'installer comme producteurs. Donc, si la stratégie se développe en appuyant ces communautés ont des moyens, non seulement de tenir sur l'opinion, mais également de donner du travail, de former et d'être des soupapes, des supports. J'ai été aussi une fois chez Kara, comment on appelle, chez son frère qui est vers la zone de Louga, qui a également un truc comme ça. Donc ces communautés, Gounas, la même chose, il y a un grand projet là-bas de presque 1000 hectares avec Gounas qui est en train de faire du travail. Donc si ces communautés-là savent que maintenant c'est à eux de reprendre les choses, d'organiser les gens, ils peuvent être de bons alliés de l'État, et l'État doit les appuyer à développer le secteur là où nous, on a du mal à convaincre les jeunes d'aller vers ces secteurs, par exemple. Eux, ils peuvent le faire parce qu'ils combinent ces deux messages et ils sont encore dans une logique très endogène. Donc je pense qu'il faut voir les choses en termes de processus, et le fait qu'ils soient conscients que maintenant c'est à eux d'assumer ce rôle-là est un pas important. Ouais. Maintenant, le débat, c'est à nous de pousser à ce qu'il y ait ce débat. Comme l'a dit Badou, il faut qu'on pose ces débats sociétals, ces sociétaux, le comportement des jeunes, qu'on fasse, la presse doit jouer son rôle. Absolument. Que la presse aille faire des reportages chez les bonnes pratiques, les gens qui font des choses qui marchent, comme ces marabouts dont j'ai parlé, qu'ils aillent à Diamniadio faire le reportage au niveau des chantiers pour montrer aux jeunes que 80% des gens qui sont dans les chantiers de Diamniadio sont des étrangers. Absolument. Et que c'est eux qui ont accepté de travailler et qu'il y a du travail là-bas. Et qu'on aille dans les unités industrielles ou autres où les gens ne peuvent pas produire parce qu'ils n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre,
pour dire aux gens, voilà, là, il y a du travail. Donc, ça également, chacun doit le faire. Mais si on dit dès qu'on fait ça, on est en train de supporter l'État, ou bien on est contre l'État, et c'est ça ce message où ceux qui sont dans l'État trouvent que chaque fois que tu montes des failles, c'est contre eux, que les autres pensent que chaque fois que tu dis que l'État a fait une bonne chose, tu es en train de préparer le 4e ou le 5e mandat. Oui. Tant qu'on est dans cette dichotomie-là et qu'on n'a pas cette indépendance-là, à mon avis, on restera dans le jeu politicien des partis politiques. Et on ne sortira pas de ce jeu pour faire le jeu de la vérité. Comme le disait Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum, le défaut d'être partisan par parlo, c'est qu'on ne voit plus la vérité. On ne voit que son camp. On devient aveugle. C'est ça le danger. Et la classe politique dans tout ça, dans la situation, le comportement? Mais elle est la cause de tout ça. Il n'y a pas besoin de chercher loin, Alassane. C'est-à-dire, en fait, on est là, on a une classe qui n'est même pas politique, qui est politicienne. Moi, je ne leur donnerai jamais ce terme de politique, parce que la politique est quelque chose de noble, travailler pour sa société, sa cité et tout. Mais il y a un truc, c'est-à-dire, en fait, les gens ont habitué les populations, les politiciens surtout, au mensonge. Et il n'y a pas que le mensonge, ce n'est pas que des paroles, c'est dans les comportements. C'est-à-dire que on a tué la compétition. Ça, c'est par rapport aux immenses pouvoirs du président de la République qui peut décider des destins des gens et tout. Mais il se trouve que dans la vie de tous les jours, les jeunes ou les mêmes populations, disons, sont confrontés à des mensonges. On est confronté à des mensonges. Par exemple, vous prenez quelqu'un, on vous dit, voilà, ce monsieur-là, il a une belle voiture, il a une belle maison, donc c'est le monsieur le plus influent. Vous dites, il fait quoi dans la vie? On te dit, non, c'est un politicien. Donc le politicien, il est capable d'avoir de l'argent sans qu'on sache où est-ce qu'il l'a pris. Donc il y a donc de l'argent sale, énormément d'argent sale qui circule au Sénégal dans la politique. On se demande où est-ce qu'ils prennent cet argent-là. Les gens ne se posent jamais la question, mais c'est comme l'argent de la drogue qui circule et personne ne se pose la question. Ces gens-là, ils prennent où l'argent? Ça aussi, on n'en a jamais débattu. On se dit, bon, voilà, les gens, on les voit avec des voitures, on voit leur niveau de vie pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils ne sont pas députés, ils ne sont pas trucs, parce que là, c'est le partage légal des ressources de l'État. Mais de notre côté, tu vois des gens qui n'ont aucune responsabilité étatique, qui n'ont aucune espèce de responsabilité, qui vivent intensément. Donc, ça, c'est un mensonge qui est destiné aux populations, qui, par exemple, démotive les jeunes. Mais comment changer tout ça? Bon, voilà, c'est là où je vais en venir. Ce sont ces mensonges multiples dans les comportements qui ont amené les conflits entre Sénégalais. Vous savez, maintenant, quand deux Sénégalais se saluent, ce n'est plus se saluer pour la paix, assalamu alaikum. Non, on se jauge. Chacun essaie de dominer l'autre sur le champ. Donc les Sénégalais ont posé des conflits silencieux. Et ce sont ces conflits silencieux-là. Vous entrez dans le bureau de quelqu'un, d'un directeur général. Il y a ici sa secrétaire. Elle vous regarde tout de suite de haut en bas et de bas en haut. Pour vous jauger, vous peser, savoir combien vous coûtez par rapport à votre portable, à vos chaussures, et tout. Alors si vous ne présentez pas tout ça, vous avez tous les... Ça, c'est une violence. Ce sont ces violences-là, ces conflits-là, qui se sont transformés là. On est dans la violence verbale, on était dans les conflits silencieux, on est dans les violences verbales, on va arriver, si personne n'y à des violences physiques. Ça a déjà commencé. Bon, voilà. Bon, maintenant... Mais qu'est-ce qu'il faut pour je pense que éviter le chaos? La première chose, c'est peut-être aussi d'éviter de dire classe politique. Moi, j'aime pas le terme parce qu'on met tout le monde dans le même sac. Ouais. Il y a beaucoup de politiciens, il y a beaucoup d'hommes politiques, de responsables, de partis, etc., qui ne sont pas dans ces postures-là, qui malheureusement ne sont pas toujours les plus visibles. Parce qu'ils ne sont pas vendables au niveau... peut-être au niveau de la presse, mais ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux à être des acteurs politiques, engagés depuis, avec beaucoup de conviction. Donc, je pense qu'il y a des alliances à faire pour régler ce problème dont vous parlez. La première chose, c'est d'être conscient de ce problème et de sortir. Tout le monde doit sortir maintenant
et dire clairement ce qu'ils pensent. Et les thématiques qu'ils posent sur la table, il faut qu'on les pose sur la table, que tout le monde en discute. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut arriver à au moins trouver un minimum d'entente sur les véritables problématiques. Et que sur l'opinion, il y ait suffisamment d'informations sur ces questions pour équilibrer par rapport au débat clivant. Parce que c'est aussi là le gros problème. La presse, je ne veux pas mettre trop de tout là-dessus, mais en tout cas, les gens préfèrent plus les débats clivants que les débats qui posent des questions comme celle-ci. Or, sur ces questions que Badou vient de poser, tout le monde peut être d'accord, il peut en discuter, quel que soit ton côté. Et je pense que c'est ce que certains espaces ou plateformes proposent aujourd'hui, c'est de discuter de ces questions-là, de ces questions de fond qui peuvent permettre de refonder, de réfléchir sur les familles, sur l'éducation, sur tout l'héritage qu'on a eu, que ça soit bon ou mauvais, c'est nos produits à nous. Nous sommes tous responsables. Que ceux qui sont au pouvoir hier, aujourd'hui, ou ceux qui veulent être demain au pouvoir, nous sommes tous responsables de ça. Donc, on doit pouvoir être d'accord sur un minimum. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à Ibrahim Dia, sociologue et ancien directeur de MCA Sénégal. Merci à Badou, écrivain médiateur. À la technique, Biran Sissé, micro, Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. La connaissance directe et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort.